Thomas Rezer, bonjour. Bonjour. Thomas Rezer, donc vous êtes historien, professeur d'histoire en lycée, après l'avoir été en collège, je crois, tout proche de nous. Vous habitez Coulommiers. Oui. Est-ce que vous pouvez nous livrer une petite bio succincte? Petite bio succincte. Alors, je fais partie des nombreux Bretons immigrés en Île-de-France. J'ai passé une partie de ma jeunesse à Brest, où j'ai fait mon lycée, le début de mes études universitaires, puis je les ai poursuivies à Rennes, avant d'arriver en Seine-et-Marne, que j'ai découvert à cette occasion. J'ai d'abord passé 14 ans à la Ferté-Gaucher, au collège Jean Campin, qui ont correspondu à mes 14 premières années d'enseignement, donc ça a été très formateur. Puis maintenant j'enseigne au lycée de Nangy depuis 5 ans, lycée général et technologique. Parallèlement, j'ai poursuivi mes recherches d'histoire. J'ai fait une thèse d'histoire sous la direction de Marie-Françoise Basselès consacrée aux religions de l'Antiquité. Le fait de vivre en Seine-et-Marne me permettait justement de pouvoir travailler sur Paris pour continuer ma thèse. Et j'ai eu la chance également de rencontrer des chefs d'établissement qui m'ont permis de poursuivre ce travail de recherche sans qui ça n'aurait pas été possible. J'ai fait ma vie du coup en Seine-et-Marne. Je ne sais pas si je resterai jusqu'à la retraite en Seine-et-Marne. Donc je suis installé à Coulommiers depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc je vis avec ma compagne et depuis 2 ans avec 2 jumeaux, un petit garçon et une petite fille. Donc parfois on nous croise avec une poussette double dans Coulommiers où on se fait facilement remarquer. D'accord. Et alors, vous étiez en Bretagne, vous avez suivi des études secondaires dans un premier temps, et vous saviez déjà que vous alliez vous diriger vers l'histoire. Comment c'est venu votre passion pour l'histoire? Alors c'est venu par hasard. Non, j'ai toujours eu un goût pour l'histoire, transmis du côté paternel. Un goût pour l'histoire, ce qu'on qualifie parfois un peu péjoratif d'histoire bataille, c'est de l'histoire grand public. Quand j'ai été enfant, j'ai été bercé par les grands récits d'Alain Decaux, c'est parfois décrié par les historiens spécialistes, mais ça permettait quand même de donner un goût au grand public, d'accéder à ces récits historiques. J'ai commencé par des études scientifiques parce que j'avais fait un bac scientifique et sans me poser vraiment la question, donc j'ai continué sur des études scientifiques pour me rendre compte très vite que je n'avais aucune capacité dans le domaine scientifique, en tout cas aucune capacité qui me permettait de faire des études longues. Donc je me suis réorienté vers la discipline qui m'avait toujours paru la plus facile pour moi, vers l'histoire. Et puis j'ai continué, notamment parce que j'y ai fait des rencontres de professeurs, quelques professeurs qui avaient ce rare talent de vous donner l'impression d'être plus intelligent quand on sortait de leur cours que quand on y était rentré. C'est une qualité assez exceptionnelle, donc c'est arrivé à plusieurs reprises, aussi bien à Brest qu'à Rennes, et puis de fil en aiguille, j'ai continué mes études comme ça. Je ne sais pas s'il y a une véritable passion pour l'histoire, il y a un goût pour l'histoire, pour la discipline. Je ne saurais pas dire si je suis passionné, ça faudrait plutôt demander à mon entourage. Je ne me lève pas le matin en pensant histoire, je ne me couche pas en pensant histoire, j'arrive à avoir d'autres centres d'intérêt que l'histoire. Heureusement pour mon entourage, je crois. Mais enfin, vous publiez quand même sur l'histoire des religions, des mythologies antiques. À vous lire, on a l'impression que vous êtes passionné quand même. Oui, il y a un goût très très fort, c'est vrai. J'ai eu la chance de rencontrer Marie-Françoise Basselès, qui est maintenant retraitée, qui a longtemps enseigné à Créteil, puis à la Sorbonne, qui a été ma directrice de recherche et un maître en termes de formation intellectuelle, mais au sens le plus noble du terme. C'est vraiment quelqu'un qui m'a accompagné dans mon apprentissage de la discipline, qui est une spécialiste du christianisme des premiers siècles et qui m'a fait découvrir cet environnement-là. Et le fait de travailler en histoire des religions, ça permettait aussi de satisfaire plusieurs curiosités, pas seulement l'histoire, la philosophie, les questions religieuses.
les questions de rencontres interculturelles, puisque mon travail portait notamment sur les échanges entre judaïsme, christianisme et hellénisme, et puis des questions plus fondamentales qui peuvent intéresser chacun d'entre nous. J'ai fait ma thèse sur les représentations de l'au-delà, comment dans différentes sociétés à différentes époques on se représente ce qui se passe après la mort, s'il s'y passe quelque chose. C'est très différent d'une mythologie à l'autre, c'est très différent. Alors, les mythologies sont très différentes d'une société à une autre, mais avec des points communs qui reviennent. Il y a toujours cette crainte de la mort, cette crainte de ce qui se passe après la vie. Et au final, il y a des strates qui s'accumulent. C'est-à-dire que le christianisme est l'héritier évidemment du judaïsme, mais il y a des éléments qui viennent de l'hellénisme. Donc il y a des différences, mais ces différences en fait s'enrichissent et permettent de compléter une vision, de donner une vision beaucoup plus complexe des choses. Ce ne sont pas des différences qui opposent. C'est ça qui est intéressant également dans les sciences religieuses antiques. On ne se fait pas la guerre pour des motifs religieux dans l'Antiquité. C'est quelque chose qui n'existe pas. Ça fait partie d'une identité, mais ce n'est pas une identité agressive envers l'autre. Alors, il y a des moments de conflictualité, évidemment, d'opposition, mais on n'analyse pas les faits religieux en partant du principe que les religions, ça conduit à faire la guerre et à massacrer l'autre. D'accord. Et le point commun, est-ce qu'il existe le point commun? On est toujours mieux dans l'au-delà, quelle que soit l'époque, alors Non, on n'est pas toujours mieux dans l'au-delà. C'est quelque chose qui apparaît assez tardivement, cette idée qu'on puisse accéder à un au-delà meilleur que le temps présent. En Mésopotamie ou en Grèce, notamment à l'époque homérique, l'au-delà, c'est avant tout un espace triste et sans vie, où on perd la mémoire. Et la mémoire, c'est ce qui fait notre attachement à notre groupe, à notre communauté, à notre famille, c'est ce qui fait notre vie. Donc c'est pas envisagé comme quelque chose comme un au-delà forcément meilleur, c'est au contraire quelque chose d'assez terne. En Égypte, il y a cette idée de ce qu'on va appeler maladroitement un paradis, parce que le terme est chrétien et très connoté, mais en Égypte, on voit cette idée d'une récompense possible dans l'au-delà. Elle émerge petit à petit en Grèce, à partir des 7e, 6e siècles, notamment pour une élite, pour satisfaire les attentes d'une élite. La création d'un au-delà, c'est aussi parce que vous avez une élite sociale qui ne veut pas avoir le même destin dans l'au-delà que le commun du peuple. Ça fait partie des lieux communs qui traversent l'histoire, vraisemblablement. Et on voit se structurer, on voit des thèmes revenir petit à petit qui constituent la possibilité d'avoir un au-delà heureux, mais dans un premier temps qui est réservé à une élite et non pas en fonction d'un comportement. C'est vraiment le judaïsme et le christianisme qui vont, en tout cas pour la culture occidentale, apporter cette dimension de récompense possible. D'accord. Et alors, forcément, dans l'exercice de votre profession, vous n'abordez pas que l'Antiquité, que les mythologies, que les religions, mais toute l'histoire du commencement à aujourd'hui. Et comment vous faites pour intéresser donc vos élèves, donc qui sont des lycéens maintenant, à ce que vous leur dites, à ce que vous leur racontez? Alors, à mon grand dame, on n'étudie pas assez les périodes éloignées. On se concentre beaucoup trop dans les programmes, mais là, beaucoup de collègues ne vont pas être d'accord avec moi. On se concentre beaucoup trop sur de l'histoire récente, alors récente à l'horizon de 2 siècles, c'est-à-dire depuis la Révolution française. Et je crois que si on réintroduisait véritablement cette longue durée, ça permettrait, d'aborder des questions qui sont parfois moins brûlantes, mais pas inintéressantes. Sortir également de l'idée que l'histoire enseignée doit avoir forcément une finalité directe pour comprendre le monde actuel. C'est aussi une culture générale, ce sont aussi des méthodes. Et on peut très bien transmettre les méthodes en enseignant un fait médiéval ou un fait d'époque contemporaine. Alors justement, est-ce que vous reliez l'histoire que vous racontez à vos élèves au temps présent, à la situation actuelle? Alors, les programmes d'histoire, de toute façon, nous entraînent à le faire, puisqu'on a
En première, en terminale, on fait l'histoire. Alors, on a 2 enseignements d'histoire. On a l'histoire pour le tronc commun que suivent tous les élèves, et puis l'enseignement de spécialité qui est choisi dans l'optique de la préparation du bac. Donc l'enseignement de tronc commun, tous les élèves le suivent. C'est en première, en terminale, c'est l'histoire du 19e et du 20e siècle. Donc forcément, on le rattache à des faits présents. Quand on fait de l'histoire sociale du 19e siècle, ça a des échos sur notre présent. Quand on fait de l'histoire du 20e siècle, ça a des échos directs sur notre présent. Donc ça, c'est assez facile à rattacher. En seconde, et c'est le cas en 6e, 5e au collège, on est plus sur des périodes anciennes. On peut le rattacher, ça c'est aussi en fonction du public qu'on a, de l'intérêt du public pour les questions d'histoire. J'ai jamais demandé à mes élèves d'être passionnés pour l'histoire. Je crois que c'est la pire des erreurs qu'on puisse faire vis-à-vis de nos élèves. On n'est pas forcé d'aimer l'histoire pour suivre un cours d'histoire. Mais vous savez les intéresser. Ah, ça c'est eux qu'il faut leur demander. J'espère que j'arrive à les intéresser. Ce serait complètement illusoire de croire qu'on intéresse tous nos élèves. Vous voyez bien si on vous écoute. Oui, on peut se faire écouter sans être intéressant. On peut aussi endormir son public. Mais on n'est pas forcé, on n'arrive pas forcément à intéresser tous nos élèves. On est tous amenés dans la vie à faire des choses qui ne nous intéressent pas. Il faut apprendre à traiter avec. Donc c'est un équilibre, ça dépend de l'auditoire, ça dépend du professeur, ça dépend des moments. Il y a des moments où on peut avoir préparé ce qui nous semble être le meilleur cours du monde et on n'arrive pas à le passer pour X raisons, parce qu'on n'a pas digéré correctement le repas de la cantine, parce qu'on s'est levé du pied gauche. D'accord. Et alors, vous l'avez peut-être un petit peu abordé tout à l'heure, mais que pensez-vous de l'enseignement de l'histoire aujourd'hui, des programmes qu'on vous demande de suivre donc ? Depuis que je suis enseignant, et je pense que c'était le cas pour mes devanciers, on a toujours considéré à juste titre que les programmes d'histoire étaient infaisables tant ils sont lourds dans leur contenu. Et je pense que les nouveaux programmes n'échappent pas à la règle. Alors là, je parle plus particulièrement des programmes de lycée parce que je ne pratique plus les programmes de collège, donc je ne me prononcerai pas dessus. Mais ces programmes sont lourds, c'est indéniable, c'est toujours difficile de finir ces programmes. C'est lié à la situation de l'histoire en France. L'histoire, c'est un enjeu politique en France. Au début des années 80, François Mitterrand a quand même tranché en Conseil des ministres les programmes d'histoire. Il n'y a qu'un pays où c'est le président de la République qui dit au final ce qu'on va enseigner en histoire, qui se permet d'intervenir dessus. Donc l'histoire est un sujet tellement... je ne sais pas si le terme passionné convient. Passionnant, ça c'est sûr. Brûlant. Mais tellement brûlant au niveau politique et tellement un enjeu politique que de toute façon, toucher à un programme d'histoire, construire un programme d'histoire, c'est un jeu d'équilibriste qui n'a plus beaucoup de sens à mon avis aujourd'hui. On est dans véritablement des concurrences, notamment dès qu'il s'agit de l'histoire contemporaine, entre différentes mémoires, entre différents acteurs. Enlever telle chose, c'est un drame, rajouter telle chose, c'est un drame, et au final, ça sert à personne. Ça sert ni aux enseignants, ni aux élèves, puisque ça fait qu'électriser les débats. Et alors, comment vous gérez ça, finalement ? Je pense comme la majorité des professeurs, comme la majorité des gens, en essayant de faire honnêtement son travail, et de trouver un juste milieu entre ces tensions, qui sont d'ailleurs en général assez externes à l'école. Les débats politiques sur l'histoire rentrent peu dans l'école. Les enseignants sont professionnels, donc on arrive à faire la part des choses. Et puis avec l'expérience, on se détache un petit peu de certains sujets, on traite certains un peu plus vite, d'autres un peu moins vite, on s'adapte avec l'expérience, tout en respectant les injonctions. Donc on fait de l'équilibre, mais je pense que dans beaucoup de métiers, on est amené à faire ce genre de choix entre des injonctions et puis une pratique quotidienne. Alors aujourd'hui, on vit l'histoire immédiate et on vit la crise du coronavirus. À quel épisode historique vous le compareriez ? Ça, c'est une question qui est difficile parce que comparaison n'est pas raison. Ça, c'est une façon d'échapper à votre question. Mais je crois que c'est un des gros problèmes, c'est de vouloir systématiquement rattacher à une situation passée.
Si on pouvait trouver un équivalent, on saurait quoi faire face à cette crise. Le désarroi des gouvernements, et pas seulement du gouvernement français, le désarroi qu'on constate un petit peu partout montre bien que la situation est relativement inédite, notamment dans la diffusion, la vitesse de diffusion de l'épidémie. La seule grande épidémie contemporaine, c'est la grippe espagnole qui suit la Première Guerre mondiale. Mais encore, on est dans un monde qui est beaucoup plus mondialisé, qui va beaucoup plus vite. Les attentes sociales, les comportements sociaux sont plus du tout les mêmes. En 1919-1920, quand on a cette épidémie de grippe espagnole, la mort fait partie du quotidien, j'allais dire de nos ancêtres, alors tout dépend quel âge on a, mais de nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Ils ont vécu pendant 4 ans avec la mort fait partie véritablement de leur quotidien, alors qu'aujourd'hui on est dans une société qui n'accepte plus, qui ne connaît plus, qui ne fréquente plus la mort. Donc je pense que les évolutions profondes de nos sociétés, pas les évolutions sociales ou politiques, font que de toute façon notre rapport à la maladie et notre rapport à la mort est complètement inédit. Ce qui fait qu'il est assez difficile de comparer à une situation historique antérieure, de mon point de vue. Après, je serai peut-être démenti dans les 15 jours qui viennent par les événements. Je pense que s'il y a un enseignement qu'on doit garder de l'histoire, c'est la modestie face à l'interprétation des faits présents. Alors, vous êtes spécialiste des mythes de l'Antiquité, de l'histoire des religions aussi. Religions qui ont quand même tendance globalement à disparaître dans la population générale actuelle. Est-ce qu'il existe des mythes nouveaux qui viennent peut-être remplacer la religion ? Je ne partage pas votre point de vue sur le fait que les religions ont tendance à disparaître dans la société actuelle. Il y a un recul de l'institution religieuse dans les pays occidentaux, ça c'est indéniable. À l'échelle mondiale, ce n'est pas du tout le cas. La religion reste très présente. Et je pense qu'il y a quand même un regain de spiritualité et une demande de spiritualité, y compris dans la société française. Elle prend forme religieuse ou non. Ça, ce serait à discuter de façon plus approfondie, mais je ne suis pas convaincu du recul du religieux. Je pense que le recul du religieux, il a eu lieu durant les 30 Glorieuses, et maintenant on est sur des effectifs à peu près stables, et une pratique à peu près stable, minoritaire, mais stable en France. Sur la question des mythes, je vais m'abriter derrière une autorité. Il y a Roland Barthes qui a écrit, maintenant il y a un demi-siècle, Mythologie, sur ces nouveaux mythes qui structurent nos sociétés. Oui, on a des mythes. Le plus connu, c'est celui sans doute du rêve américain, même si maintenant il est un petit peu daté, mais quand on regarde la production cinématographique, notamment tous les films de super-héros, c'est une réactivation du mythe. Un super-héros, ce n'est rien d'autre qu'un héros homérique ou un héros d'un n'importe quelle légende de l'Antiquité. Le Superman abandonné, l'enfant abandonné, retrouvé, recueilli, c'est ce qu'on trouve dans l'histoire de Moïse, c'est ce qu'on trouve dans plusieurs mythes grecs, c'est ce qu'on trouve dans le mythe de Romulus et de Rémus. Donc je pense qu'on baigne dans cet univers mythique tout simplement parce qu'on a besoin de fabuleux et que ce fabuleux est un merveilleux vecteur de valeurs, alors pas toujours très recommandables ces valeurs évidemment, j'incite pas du tout à exposer ou à abandonner les enfants, mais c'est un vecteur de valeurs, c'est une forme de transcendance, ce sont des histoires aussi agréables à écouter, à suivre, qu'on peut prendre à plusieurs niveaux. Donc je pense qu'on a des mythes qui perdurent, et dans le domaine de l'édition, on voit que des ouvrages concernant les mythes, je crois que c'est Luc Ferry qui a patronné toute une série de bandes dessinées autour des mythes et de la mythologie grecque, qui rencontrent des grands succès d'édition encore aujourd'hui. Donc il y a un goût pour les mythes anciens, et ces mythes se perpétuent encore dans notre quotidien et dans notre culture. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous adaptiez un petit peu à votre public, quoi. Et est-ce que, comme certains de vos collègues le disent, vous avez des difficultés au moment d'enseigner l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah Je n'ai jamais rencontré de difficultés sur ces sujets-là, en termes d'enseignement.
je m'en attribue pas du tout le mérite. Je pense que j'ai jamais été dans une configuration qui prêtait à rencontrer ces difficultés. Les seules difficultés que j'ai pu rencontrer, c'était il y a quelques années en STMG, donc dans les filières technologiques, mais c'était uniquement avec une classe, donc je ne m'amuserais pas non plus à généraliser parce que ce serait idiot. C'était sur la vision des relations entre les États-Unis et le monde musulman depuis le 11 septembre, où là il y avait véritablement pour le coup des théories complotistes, supposant la volonté de domination de l'Amérique et des chrétiens sur le monde musulman, mais autrement par rapport à l'enseignement de la Shoah, j'ai jamais été confronté directement, à tel point que je ne sais pas comment je réagirais si la question se posait. J'ai toujours été dans un cadre, que ce soit à la Ferté-Gaucher ou à Nangy, où ça ne posait pas de problème particulier. Et les élèves réagissent de la même façon à ces cours qu'à des cours tout à fait neutres, je dirais. Je pense que c'est de notre devoir d'en faire un cours d'histoire et pas un cours de morale. Le cours d'histoire n'est pas un cours de morale. On vient faire un cours d'histoire, il faut qu'on le traite en professionnel de l'enseignement et de l'histoire, et pas faire un cours qui soit un cours d'éducation morale. Il y a d'autres cadres, il y a d'autres lieux pour cela. On a d'ailleurs l'enseignement moral et civique pour poser ce genre de problème. Il faut l'aborder de façon scientifique, comme tous les sujets. Et je pense que plus un professeur maîtrise ces sujets en général et ces sujets-là en particulier, moins il y a de risques de difficultés, parce que vous êtes armé aussi pour répondre aux interrogations qu'on vous pose, qu'on sous-entend, et pour aborder le sujet de la façon la plus efficace qu'il soit. D'une façon générale, est-ce que vos élèves participent, posent des questions lors de vos cours ? Oui. Moi, j'ai vraiment évolué dans ma pratique, c'est-à-dire que maintenant, si j'étais jeune prof et que je faisais ce que je fais en cours, je me ferais taper sur les doigts. Je suis revenu à des formes très traditionnelles d'enseignement, donc qui ne sont pas du tout les formes à la mode, puisqu'on subit des modes aussi dans l'éducation. Et pendant très longtemps, j'ai suivi les injonctions qui veulent qu'on permette à l'élève de découvrir son propre savoir, de construire ses connaissances, ce qui pour moi est un leurre, mais il m'a fallu un certain temps pour m'en rendre compte, et pour assumer ce choix. Donc aujourd'hui, je suis revenu à une pratique beaucoup plus basée sur le récit, sur la parole du professeur. C'est une pratique qui me convient mieux aussi personnellement. Je dois aimer parler ou m'entendre parler. Et du coup, j'ai des échanges qui sont beaucoup plus nourris et beaucoup plus construits avec les élèves que quand je fonctionnais par des activités de découverte ou d'éveil qui souvent, au final, n'apportaient pas grand-chose, en tout cas de mon point de vue. D'accord. Alors, pour terminer, on a encore le temps, hein. Est-ce que vous pouvez réagir à ces quelques idées communes ou idées reçues avec la première, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. C'est vrai, surtout quand les vaincus n'ont pas survécu. Donc ça, c'est une constante, hein. C'était une des grandes avancées de l'histoire ces dernières décennies, c'est d'en tirer parti de cet enseignement pour essayer pas de réécrire, de se placer du côté des vaincus de l'histoire ou des oubliés de l'histoire pour voir leur point de vue, avoir point de vue comparable et avoir un autre regard sur l'histoire. Ça fait partie de ces assertions populaires, mais qui sont tout à fait vérifiées. L'histoire est écrite par les vaincus, et heureusement, depuis quelques décennies, par les vainqueurs, pardon, et heureusement, depuis quelques décennies, les historiens redonnent la parole, les historiens et les archéologues redonnent la parole aux vaincus. Donc ce n'est plus vrai. Donc ce n'est plus complètement vrai.
Mais l'histoire s'écrit à plusieurs niveaux. Il y a l'histoire universitaire, où là ce n'est plus vrai, les universitaires où la recherche tient compte de ce problème-là. Il y a l'histoire scolaire. Là, le passage dans les programmes tient compte d'enjeux politiques, d'enjeux sociétaux, donc ça peut être un peu plus compliqué. Puis il y a l'histoire grand public, ce qu'on appelle parfois un terme qui est un peu péjoratif, de vulgarisation, où là c'est encore plus difficile de faire passer les avancées de la recherche, parce que souvent cette histoire grand public est mal vue par le monde de la recherche, ou est en opposition avec le monde de la recherche, donc il y a aussi des jeux de posture qui se font et qui restent sur une vision de l'histoire assez traditionnelle. C'est assez dommage qu'on ait une histoire aujourd'hui qui soit très scindée comme ça et qui ne tienne pas compte des apports, complètement des apports de la recherche. D'accord. Mais l'histoire évolue sans cesse, en fait. On la réécrit en permanence. Plus que la réécrire, on la complète. Parce que la réécrire, ça voudrait dire changer de point de vue sur les événements. Moi, je suis dans un domaine de recherche où on a très peu de documents. Quand je travaille sur les représentations de l'au-delà au 6e ou au 7e siècle avant Jésus-Christ, j'ai 4-5 documents. Donc si je trouve un 6e document, oui, là éventuellement je peux réécrire l'histoire. Quand on a un historien spécialiste de la Première Guerre mondiale, par exemple un spécialiste de la bataille de la Marne, pour citer des événements locaux, s'il trouve un nouveau document, il y a peu de chances que ça remette fondamentalement en cause les connaissances. Ça va permettre d'affiner, de préciser, de porter un regard peut-être un peu décalé sur un événement. Donc tout dépend des sujets abordés. Plus que réécrire, je préfère compléter, parce que réécrire, il y a une dimension parfois politique dans la réécriture de l'histoire, qui n'est pas souhaitable. Alors, deuxième idée commune, quand on ne connaît pas l'histoire, on se condamne à la revivre. C'est l'idée de l'utilité de l'histoire. Est-ce que connaître l'histoire est utile ? Ça, c'est une vaste question. Si la connaissance de l'histoire permettait d'éviter des erreurs, alors les historiens seraient des sages. Et je ne crois pas que nous soyons plus sages que le reste de la population, ni moins sages. Même pas plus sages que les médecins. Oh, certainement pas. J'ai pleinement confiance en mon médecin généraliste. Donc je me méfie de ce genre d'assertion. L'histoire, il faut la connaître parce que ça fait partie d'un système de valeurs qui nous a fait, d'un héritage positif ou négatif qui nous a fait. Et ne pas connaître l'histoire, en tout cas dans la société française, c'est vraiment un handicap en termes d'intégration, en termes de culture, de pratiques culturelles, de pratiques sociales. Mais il faut aussi avoir conscience que la place qu'on accorde à l'histoire en France est très particulière. Dans beaucoup de pays, l'histoire n'a pas une place aussi importante. Si on prend dans les pays anglo-saxons, l'histoire scolaire est nettement moins importante qu'en France. On n'en fait pas un enjeu aussi fort. Alors, en université, c'est différent, notamment aux États-Unis, mais dans l'histoire scolaire, on n'en fait pas un enjeu aussi fort. Ces pays ne vont pas plus mal que le nôtre. Je ne sais pas s'ils vont mieux. Notamment, je pense aux États-Unis. Mais ils ne vont pas forcément plus mal que le nôtre. Donc, l'histoire, c'est utile de la connaître. Est-ce qu'elle doit nous être utile dans le quotidien ? Je dirais comme toute culture. C'est un point d'ancrage, c'est un point de référence. Mais ça reste le passé. Donc attention à ne pas systématiquement se rendre dépendant de cette vision du passé. Alors justement, troisième idée, l'histoire ne se répète pas, elle bégaye. J'ai toujours été embêté avec cette citation parce que effectivement, elle est vraiment là pour le coup dans le langage commun. C'est quelque chose qu'on entend très régulièrement. Le fait que l'histoire ne se répète pas, ça je veux bien l'entendre. Le fait qu'elle bégaye, je ne sais pas trop. Ça veut dire que est-ce qu'on reproduit les mêmes erreurs, les mêmes comportements ? Je pense que fondamentalement, un être humain reste un être humain avec ses passions, ses envies, ses interactions, sa construction sociale. Donc dans ce sens, peut-être qu'elle bégaye.
Au niveau des grandes structures, comme les États, comme les dynamiques historiques, chaque peuple est maître de son destin, chacun agit comme bon lui semble. Je ne suis pas sûr qu'elle bégaye tant que ça. C'est une façon aussi de se projeter en arrière en se disant, en se raccrochant à l'histoire, en se disant j'ai un garde-fou, mon destin est dicté par déjà ce qui s'est passé. On a aussi la possibilité d'écrire son destin, qu'il soit individuel ou collectif, et je préfère nettement cette dimension-là. Je ne fais pas partie de ces gens qui considèrent qu'on doit être esclave de notre histoire. On doit la connaître, on doit avoir ses points de repère, mais on ne doit pas en être esclave. Je pense que le temps présent, par exemple avec l'épisode des déboulonnages de statues, nous a montré toutes les limites de ce genre de posture, aussi bien l'ignorance complète de l'histoire, pour certains qui ont déboulonné des statues, que le fait de s'arc-bouter sur un passé. Quelqu'un qui pouvait servir de point de référence dans une société au XIXe siècle n'est plus forcément un point de référence au XXe siècle. Et on peut revenir sur nos idoles du passé. Alors vous seriez presque d'accord avec la quatrième idée, sous forme de slogan, du passé, faisons table rase. Surtout pas. Surtout pas. Nous sommes les héritiers de ceux qui nous ont précédés. Avec tout ce que comporte un héritage de bénéfique et de négatif. Il faut pas faire le tri. On est dépositaire de ces biens, que ce soit notre patrimoine, notre histoire. Notre histoire est une forme de patrimoine aussi. Et détruire ce qui nous a précédés, c'est une forme de prétention, d'orgueil, en se disant on n'a pas besoin de ce qu'il y a eu avant pour se construire, s'édifier. Nous sommes suffisamment forts, doués, intelligents, maîtres de notre technologie pour tout contrôler. Je pense qu'il ne faut surtout pas faire table rase. On peut revenir sur certains points de notre histoire. On évoquait la question des statuts. Quelqu'un qui a été porté au nu à une époque, on n'est pas obligé de le porter encore au nu, ou quelqu'un qui était voué aux gémonies à une époque peut retrouver une crédibilité à une autre époque. Ça, c'est pas le problème. Pour autant, est-ce qu'il faut tout supprimer ? Non, surtout pas. Donc vous seriez d'accord avec la cinquième idée, il faut juger le passé à la lumière de nos connaissances actuelles. Alors, dans cette assertion, ce qui me gêne, c'est le terme « juger ». En tant qu'historien, je ne suis pas un juge. En tant que professeur d'histoire, je ne suis pas un juge. J'essaye de comprendre le passé à la lumière de nos connaissances actuelles. Mais le juger à l'aune de nos connaissances actuelles, c'est faire un faux procès à l'histoire. À quoi servirait de juger le comportement des citoyens grecs en regardant le comportement des citoyens français 25 siècles plus tard ? À quoi servirait de refaire le procès de Socrate aujourd'hui en tenant compte des systèmes démocratiques actuels, et pas de la démocratie athénienne ? Je pense que ça n'a pas d'utilité. On est là pour comprendre le passé à la lumière du présent, mais certainement pas pour le juger. L'histoire nous jugera, nous, certainement. D'accord. Donc en fait, ce sera la sixième idée populaire qui vous plaira le plus. Il est important de transmettre la mémoire, surtout après la disparition des témoins. Alors, mémoire et histoire, c'est un sujet sur lequel on fait travailler nos élèves de terminale, parce que ce sont deux rapports au passé différents. La mémoire, c'est un rapport affectif au passé. Ça peut être une mémoire individuelle, une mémoire collective, une mémoire est forcément partielle. C'est la mémoire de quelqu'un qui a pu subir les événements, les vivre, en être acteur ou en être victime. L'histoire, c'est une approche scientifique de ce passé. Mais oui, il faut, si la question c'est de recueillir les témoignages, de recueillir les traces du passé avant qu'elles ne disparaissent, on ne reconstruit pas un passé qui a disparu. Donc, tout ce qu'on peut collecter, tout ce qui va constituer un héritage, je suis très attaché à ce terme, je l'ai employé à plusieurs reprises, il y a vraiment cette idée de transmettre d'une génération à une autre, aussi bien les choses positives que négatives, doit être recueillie.
Alors il y a des moments où on recueille des témoignages, où on est de plus en plus sensible. Par exemple pour les derniers témoins de la Seconde Guerre mondiale, qu'il s'agisse des résistants, à la Ferté-Gaucher, à Nangy, on a fait intervenir à plusieurs reprises d'anciens résistants. On sait que ce sont les dernières fois où ils peuvent venir témoigner devant des élèves, devant la nouvelle génération, et que notre prochaine génération d'élèves ne pourra pas bénéficier de ce rapport direct aux événements. On a essayé de faire des captations audio, vidéo, mais de toute façon on perdra quelque chose. La parole, le contact qu'on peut avoir avec un témoin ne sera jamais le contact qu'on a avec une archive ou un historien. Mais effectivement, il est urgent. Je pense qu'on a la chance en France d'être dans un pays qui est très sensibilisé à cette conservation des archives, à cette conservation des mémoires, notamment depuis les années 80-90, et à cette conservation de notre patrimoine aussi, hein, parce que cette conservation et ce recueil des témoignages, il doit s'appliquer à de nombreux champs. Je pense qu'on y est sensible et on a de très belles institutions qui le prennent en charge, des institutions très diverses, hein, ça va de la Bibliothèque de France, qui est une de nos plus vieilles institutions, aux archives nationales, mais également des musées. On a le musée de la Grande Guerre à Meaux qui a recueilli quand même des témoignages qui sont exceptionnels, et qui sont un patrimoine formidable pour les Seine-et-Marnais. Donc oui, récupérer avant que ça disparaisse, mais là c'est plus le fait des chercheurs, des archivistes que des professeurs d'histoire. Alors, vous avez certainement donné envie à tous ceux qui vous écoutent d'aller plus loin. Où est-ce qu'on peut vous lire ? Alors, on peut me lire à différents endroits, mais je travaille assez régulièrement avec Le Monde de la Bible, qui est une revue d'archéologie, d'histoire, et dans une moindre mesure de théologie consacrée aux questions bibliques, donc qui est un trimestriel, et j'ai commis également pour eux plusieurs livres numériques sur des sujets bibliques qui sont plus pour les passionnés, hein, sur les pères de l'Église, sur l'écriture de la Bible, donc qui sont quand même des sujets assez pointus. Il faut avoir déjà une appétence pour le sujet religieux pour aller lire un livre sur l'écriture de la Bible. Mais on peut me lire assez régulièrement dans les colonnes du Monde de la Bible. Autrement, pour mes élèves, ils le savent, ils vont régulièrement sur mon site internet où il y a mes cours, mes traces de cours, des compléments, donc tout simplement à l'adresse de mon nom, réserve.fr.